Ce chantier, passé sous les radars internationaux, pourrait devenir la plus grande révolution éducative de la décennie. Mais il avance à contre-courant, sans filet, sans applaudissements extérieurs. Si cette initiative échoue ou reste invisible, c'est toute une génération qui sera sacrifiée, et la vieille dépendance continuera d'étouffer le continent. Personne n'en parle dans les médias mondiaux. Pourtant, pour des millions de Burkinabés, ce projet dépasse la simple construction. C'est une renaissance, une affirmation que l'on ne doit plus attendre son destin, mais le forger de ses propres mains. Ici, chaque école n'est pas une statistique. Chaque brique, chaque mur élevé par des femmes et des hommes du pays est une victoire sur la résignation. Et si la plus grande révolution éducative d'Afrique se déroulait dans le silence? Imaginez, un peuple parmi les plus pauvres du monde, ignoré des puissances, décide de bâtir 60 000 écoles, sans demander un seul franc d'aide étrangère, sans dette, sans attendre la permission de quiconque. Cette histoire ne se passe ni à Paris, ni à Washington, mais au Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Au centre de cette insurrection silencieuse, le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a pas réuni de sommet, ni sollicité de plans venus d'ailleurs. Sa vision? Mobiliser tout un peuple pour que plus jamais un enfant ne soit condamné à apprendre sous un arbre ou à renoncer à l'école faute de toit. Aucun drapeau de donateur, aucun consultant. Seulement la volonté d'un pays de relever la tête. Mais pourquoi cette urgence? Et quelle est vraiment la situation de l'éducation au Burkina Faso aujourd'hui? Pour comprendre l'ampleur de l'enjeu, il faut plonger dans le quotidien des écoles burkinabais. Loin des promesses, la réalité sur le terrain est tout autre. En mars 2024, 5300 écoles ont fermé. 5300 bâtiments désormais muets, vidés des voix, des rires et des rêves d'enfance. Derrière ces portes verrouillées, plus de 818 000 enfants sont exclus de l'école, condamnés à attendre, à espérer ou à s'effacer en silence du monde de l'apprentissage. Plus de 2 millions de personnes ont été arrachées à leurs terres, fuyant la violence des conflits et la dureté du climat. Réparties dans des campements précaires, ces familles survivent loin de leur village, privées de tout repère, de toute stabilité. À Kaya, par exemple, un camp de déplacés accueille des milliers de familles dont les enfants n'ont pour seule école qu'une grande tente partagée, sans mobilier, où chacun se sert, assoiffé d'apprendre. Que reste-t-il d'un pays quand disparaissent ses écoles, quand les enfants n'ont plus que la poussière pour écrire? Ce n'est pas une métaphore, mais le quotidien de millions d'enfants au Burkina Faso. Imaginez une classe de 100 élèves, où seuls quelques-uns disposent de cahiers, les autres traçant des lettres sur le sol poussiéreux avec des brindilles. Des jeunes filles, faute de toilettes séparées, abandonnent l'école dès l'apparition de la puberté. Les enseignants, débordés, tentent d'enseigner à 3 niveaux en même temps dans une salle surchauffée où l'air manque. Le taux de scolarisation au primaire plafonne à 72%. Ce n'est pas qu'un chiffre sec, cela signifie qu'un enfant sur 3 n'atteint même pas le seuil de l'instruction, là où l'on apprend à lire, à écrire, à compter. Comparé à la moyenne mondiale de 99%, le fossé est vertigineux. En France, au Japon ou en Finlande, il paraîtrait impensable qu'un enfant sur 3 n'aille même pas à l'école primaire. Pourtant, c'est la réalité burkinabé. Pourtant, face à cette nuit éducative, une question cruciale persiste. Le Burkina Faso attendra-t-il la main tendue de l'extérieur ou choisira-t-il d'inventer sa propre solution? Les infrastructures sont détruites, pillées, abandonnées. Les enseignants ont fui, menacés par des groupes armés, ou ont été contraints de tout laisser. Les familles, elles, ne peuvent plus revenir, terrassées par la peur et la perte de leurs biens. À Baraboulé, des instituteurs racontent comment ils ont tout laissé derrière eux, y compris les livres et les souvenirs de générations entières d'élèves. Dans certaines régions, les écoles ne sont plus qu'un souvenir. Les classes sont désertées depuis 3 ans. On y trouve des tableaux couverts de poussière, des cahiers déchirés, des chaises amoncelées dans un silence de tombe. Des villages entiers n'ont pas vu un seul enseignant depuis des années. Pour ces enfants, le mot futur s'efface un peu plus chaque jour. À Dori, dans le Sahel, des écoles transformées en abris pour animaux rappellent l'effondrement du rêve éducatif. Ce n'est pas qu'une crise éducative, c'est l'effritement de l'espoir, la rupture de la transmission entre générations. Quand un peuple n'enseigne plus, il désapprend à rêver. Sans école, c'est tout l'avenir d'un pays qui s'écroule, emportant dignité, identité et force de se relever.
C'est le tissu même de la société qui se déchire. Et si le refus de l'aide internationale devenait l'acte fondateur d'un nouveau modèle africain? Dans l'ombre du chaos, un mouvement inédit s'organise. Les Burkinabés, portés par une volonté de souveraineté, imaginent une réponse sans précédent. Dans les villages, des assemblées improvisées se tiennent sous de grands arbres, où l'on débat de l'avenir, où l'on décide qui pourra donner des briques, qui pourra prêter une charrette pour transporter le sable. Pas de plan Marshall, pas de fonds de la Banque mondiale, aucune ONG n'appose son logo sur les murs. Pour relever ce défi, le gouvernement mobilise chaque fibre nationale. Des ingénieurs militaires sortent des casernes pour tracer les plans. Les vieilles cimenteries nationales redémarrent. Chaque région hérite d'un quota, chaque village d'une part de la mission commune. Face à l'effondrement du système éducatif et à l'indifférence glaciale du monde, le capitaine Ibrahim Traoré tranche dans le vif. La révolution éducative burkinabé ne se quémandera pas. Ni prêt, ni subvention. Il lance un pari sidérant, bâtir 60 000 écoles, réunir 350 millions de dollars uniquement avec les forces du pays. Les matériaux sont du pays. Briques de latérite, fer du Sahel, bois des forêts riveraines. Les bâtisseurs sont burkinabés, parfois des jeunes au chômage, parfois des pères, parfois des mères déterminées à porter les pierres pour l'école de leurs enfants. Les circuits sont courts, le transport optimisé, la solidarité palpable sur chaque chantier. À Ouagadougou, des jeunes délaissent le marché informel pour venir souder les poutres des écoles, tandis qu'à Banfora, des femmes organisent des tours de garde pour ravitailler les ouvriers. Le monde regarde, mais se tait. Aucun communiqué, aucune page à la une, juste un silence poli, parfois gêné. Aucun expert occidental ne vient donner de leçons. Aucune organisation ne vient vérifier, documenter, évaluer. C'est une expérience menée presque clandestinement, à l'abri des caméras. Il n'y a pas de cérémonie de ruban coupé, pas de remise de clés devant les caméras, seulement la joie simple des habitants qui voient surgir des murs là où il n'y avait rien. L'audace est immense, le risque colossal. Si le Burkina Faso réussit, c'est un précédent pour tout le continent. La preuve que l'autonomie n'est pas un rêve creux. Mais si l'échec survient, la débâcle sera dure, et la dépendance ressurgira, implacable. Le souvenir du Ghana de Kwame Nkrumah, qui dans les années 60 tenta de s'émanciper économiquement avant de retomber sous le joug des bailleurs, plane comme un avertissement. Mais c'est là que la subversion s'installe. Pour la première fois, un pays africain refuse la permission, l'expertise et l'argent de l'extérieur. La souveraineté ne se proclame plus, elle se construit, brique après brique, hors de tout regard étranger. Ce geste rappelle les indépendances africaines des années 60, mais avec une nuance cruciale. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un drapeau, mais d'une capacité concrète à bâtir, à décider, à transformer. Reste à savoir comment ce pari inédit va transformer en profondeur la société burkinabé. Jusqu'où les communautés iront-elles pour défendre leur autonomie et façonner leur avenir? Pour l'instant, nul ne peut dire qui aura raison. Mais un pays entier, des dizaines de milliers de communautés, avancent, pas pour des slogans, mais pour un avenir concret. Chaque école est une riposte à la résignation, chaque mur une déclaration d'indépendance. À chaque chantier, les discussions vont bon train sur la manière d'équiper les classes, d'assurer la sécurité, de former les enseignants. Ici, l'école devient le cœur battant de l'identité villageoise. Peu à peu, fierté et confiance se reforment. Les anciens transmettent l'histoire du lieu, les jeunes découvrent leurs racines et l'envie de savoir. Sur les murs neufs, la mémoire collective s'écrit à la craie blanche. Lors d'une cérémonie à Manga, les anciens du village racontent aux enfants pourquoi l'école est sacrée, mêlant contes et leçons d'histoire locale. Ce bouleversement n'est pas qu'architectural. Pour la première fois, des latrines sont installées, offrant dignité et sécurité aux élèves, surtout aux filles. La peur de l'humiliation s'efface, les jeunes filles retrouvent le chemin de la classe. Chaque matin, celles et ceux qui avaient fui les bancs précaires reviennent, cartable à l'épaule, sourire aux lèvres. À Bobo-Dioulasso, une jeune fille témoigne. « Maintenant, je peux apprendre sans crainte. Je rêve de devenir enseignante pour aider les autres. » Reconstruire une école, est-ce seulement ériger des murs ou insuffler une âme nouvelle à tout un village? Au Burkina Faso, la réponse se lit sur les visages. Rebâtir une école, c'est réveiller un peuple endormi.
À Dissène, village du sud, les enfants s'entassaient jadis sous un toit de paille, rêvant d'un autre horizon. Aujourd'hui, une école solide s'élève là où régnait poussière et chaleur. À Saponnet, les villageois racontent comment la première cloche de la nouvelle école a résonné comme un signal de renouveau pour toute la commune. Mais l'impact déborde largement le seuil de l'école. Les parents, témoins de cette renaissance, s'engagent. Ils participent aux travaux, surveillent la cour, encouragent leurs enfants à apprendre. Les enseignants, autrefois découragés, reviennent, portés par le soutien de la communauté. D'un simple chantier de briques naît une solidarité nouvelle. À Zignaré, une association de parents d'élèves s'est créée pour entretenir les bâtiments et organiser des ateliers de soutien scolaire. Pour comprendre la force de cette révolution, il faut remonter à ses origines et écouter ceux qui, chaque jour, la font vivre. Car derrière chaque mur, chaque sourire, se cachent des choix courageux et des sacrifices inavoués. À Waïgouya, une mère célibataire raconte comment elle a vendu ses bijoux pour acheter des sacs de ciment, convaincue que l'éducation est la seule assurance pour l'avenir de ses enfants. Ce mouvement attire des forces insoupçonnées. Anciens maçons, jeunes diplômés, ex-combattants, main dans la main, ils bâtissent ensemble. Un maçon partage son savoir, un instituteur initie une voisine qui n'a jamais appris à lire. Lentement, émerge une génération de bâtisseurs et d'enseignants. L'école cesse d'être simple promesse, elle devient le creuset des métiers à venir. À Koudougou, une ancienne combattante reconvertie en chef de chantier guide les adolescents du quartier dans l'art de poser les fondations. Ce modèle, porté à bout de bras par le peuple burkinabé, déclenche une réaction en chaîne. Chaque école achevée rallume une flamme collective. Bientôt, l'élan traverse les provinces, gagne les villes, inspire d'autres communautés. Sans prêt, ni injonction extérieure, une société se réinvente sous nos yeux. À chaque ouverture d'école, des villages voisins envoient des délégations pour s'inspirer et repartir avec des idées à appliquer chez eux. Mais la menace est réelle. Si la dynamique s'essouffle, si le soutien local faiblit, tout pourrait retomber dans le silence. Plus grave encore, si la communauté internationale impose ses propres modèles, la fragile autonomie retrouvée pourrait voler en éclats. Ici, la lutte n'oppose pas seulement le temps à l'oubli, mais la volonté collective à la résignation. L'histoire de la Zambie, où des projets communautaires prometteurs ont été avalés par l'aide extérieure, sert de leçon. Et si le vrai changement se jouait loin des caméras, dans le silence du quotidien? Et si la transformation d'un pays n'avait pas besoin de tampons officiels ni de regards étrangers pour prendre racine? Au Burkina Faso, l'absence de logo venu d'ailleurs n'est pas un oubli, c'est un choix, une preuve qu'un autre développement est possible. Cette démarche s'inscrit dans la lignée des mouvements d'autonomisation. Comme la Grameen Bank au Bangladesh, qui a révolutionné le microcrédit sans l'appui direct des institutions internationales, le Burkina Faso trace sa voie. La portée de cette révolution silencieuse ne s'arrête pas aux frontières. En Afrique, des jeunes, des étudiants et la diaspora suivent avec attention ce qui s'invente à Ouagadougou, à Gawa, à Dori. Pour beaucoup, le modèle burkinabé est devenu une lueur d'espoir, une alternative concrète à l'aide conditionnée. Une preuve que la dignité ne se négocie pas, elle se conquiert. À Dakar, des collectifs d'étudiants organisent des conférences sur le modèle burkinabé, interrogeant la dépendance aux financements extérieurs. Les universités d'Afrique de l'Ouest commencent à interroger cette stratégie. Déjà, des débats émergent. Faut-il dépendre éternellement des flux venus du Nord ou miser sur le courage, la solidarité et la volonté collective? Ce n'est pas seulement une affaire de murs ou de pupitres, c'est l'histoire d'une Afrique qui refuse la charité et revendique le droit de tracer son propre chemin. À l'université de Lomé, un séminaire récent a comparé l'approche burkinabé à celle du Rwanda post-génocide, où la reconstruction a aussi reposé sur la mobilisation des ressources locales. Ici, chaque brique posée par des mains burkinabés, chaque classe érigée sans prêt ni dette, est un acte de souveraineté. Le développement n'est plus importé. Il est décidé, façonné et assumé par les Burkinabés eux-mêmes. Cette démarche interroge l'ordre établi, dérange les certitudes et bouscule les puissants, car elle révèle qu'un peuple, même parmi les plus démunis, peut écrire sa propre histoire sans attendre la permission de quiconque. Cela rappelle la révolution de l'éducation en Corée du Sud dans les années 50, lorsque le pays ruiné a choisi d'investir massivement dans l'école sans dépendre uniquement de l'aide étrangère, jetant les bases de son miracle économique.
Mais derrière cette révolution silencieuse se cache une mobilisation inédite. Qui sont ces femmes et ces hommes qui bâtissent brique après brique un avenir sans attendre? À chaque école bâtie, le Burkina Faso affirme un principe radical. L'éducation n'est ni un privilège, ni une faveur, mais un droit souverain. Chaque fondation posée dit au monde « Nous n'attendons plus, nous méritons mieux ». À la radio nationale, un animateur résume « L'école, c'est notre drapeau, notre avenir ». La visibilité internationale ne garantit rien. L'essentiel ne se compte pas en ruban coupé devant des caméras, mais dans la dignité rendue à chaque enfant qui franchit le seuil d'une école. Ce qui pèse, c'est le silence retrouvé des classes, la fierté des parents, la confiance qui renaît entre citoyens. C'est aussi la capacité d'une société à se regarder dans les yeux, fière du chemin accompli sans béquille extérieure. Vous n'êtes pas simple spectateur. Ici, vous devenez témoin, voire acteur, d'une histoire en marche. Face à cette alternative, chacun doit choisir son camp. Soutenir ce modèle, c'est défendre l'idée qu'un autre développement est possible, qu'il existe des réponses africaines à des problèmes africains. Détourner le regard, c'est risquer de condamner ces initiatives à l'isolement, de les priver de la légitimité et de l'élan qui leur sont nécessaires. Au fond, c'est la réputation, l'avenir et la fierté de tout un continent qui se jouent ici. En Afrique du Sud, lors d'un forum panafricain, des orateurs rappellent que l'exemple burkinabé inspire déjà des tentatives au Mali et au Niger. Là où d'autres peuples attendent l'aval des puissants, les Burkinabés ont choisi l'audace du geste. Sans compromis, sans condition, sans détour. De leurs propres mains, ils construisent leur avenir, pierre après pierre, salle après salle, jusqu'à voir surgir 60 000 écoles, nées de leur seule volonté. À chaque étape, des jeunes partagent leur expérience sur les réseaux sociaux, documentant les progrès et appelant à la mobilisation générale. Ce n'est pas un simple défi logistique, c'est une profession de foi. Refuser la charité, embrasser la souveraineté. Ici, offrir à chaque enfant la possibilité d'apprendre n'est plus une faveur accordée d'ailleurs, c'est un droit conquis sur place, ensemble. Les comités villageois rédigent des chartes de gestion locale, prévoyant l'entretien collectif et la rotation des tâches pour garantir la pérennité des infrastructures. Ce mouvement n'a pas besoin de projecteurs pour exister, mais il a besoin de relais pour grandir. Si ce récit s'éteint dans l'indifférence, la révolution restera muette, et l'Afrique continuera d'attendre la permission d'espérer. Si, au contraire, vous portez cette histoire, vous amplifiez la vague. Vous rendez visible l'invisible, vous faites exister l'espérance. Lors d'une réunion communautaire à Tenkodogo, une jeune femme lance « Parlez-en autour de vous, c'est ainsi que l'avenir se construit ». Ce n'est pas un reportage de plus sur la misère, c'est la preuve qu'un peuple peut se relever quand tout semble perdu. Chaque école bâtie sans aide étrangère est un acte de résistance, un refus d'impuissance, un rappel que la dignité ne se reçoit pas, elle se construit. À chaque inauguration, des chants et des danses célèbrent la victoire collective sur la fatalité. À cet instant, vous pouvez tourner la page ou inscrire votre nom parmi celles et ceux qui écrivent sans attendre l'avenir. Ce qui se joue au Burkina Faso redéfinit le possible. Cela interroge nos propres convictions. Sommes-nous prêts à soutenir ceux qui choisissent d'inventer d'autres routes? Sommes-nous capables de croire comme eux qu'aucun destin n'est écrit d'avance? Les messages de soutien affluent de la diaspora, rappelant que l'engagement collectif traverse les frontières. Ne laissez pas cette révolution s'éteindre en silence. Faites-en un cri d'espoir. Parlez-en, partagez ce message. Affirmez haut et fort que l'Afrique n'est pas condamnée à dépendre. Elle a déjà commencé, de ses mains, à bâtir son lendemain. Ce qui est en jeu dépasse les chiffres et les slogans. C'est le récit d'un peuple qui refuse d'être défini par l'attente ou la misère. D'un continent qui, loin des clichés, façonne ses propres réponses et ose reprendre la main sur son futur. Comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le Burkina Faso d'aujourd'hui met en pratique cette maxime.